Merci, Monsieur le Président. Les enjeux de la situation en Syrie, je commence tout de suite parce que, bon, mais je vais essayer de me tenir dans les normes du temps. L'État tel que nous le connaissons est un concept politique récent qui s'est imposé en Eurasie il y a seulement un siècle et pas plus. La Grande Guerre ayant servi de catalyseur à la dislocation de quelques ensembles composites, tels que l'ensemble austro-hongrois, rescapé d'un empire d'Orient ou d'autres empires. Ensuite, ou l'Empire ottoman, de mauvaise santé, après 4 siècles et demi d'existence. C'est ce dernier qui retiendra ici notre attention. Avant la Grande Guerre, le dépeçage de l'homme malade nourrit les projets du colonialisme à l'affût. Si l'on connaît en général la déclaration Balfour, la promesse faite par Sa Majesté britannique et londonienne d'un grand royaume arabe est souvent oubliée. C'est pourtant dans son sillage que s'affirme alors le concept géopolitique de Grande Syrie, désignant les territoires actuels de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de la Palestine, voire d'une partie de l'Irak, le Velayet de Mossoul, et de la Cilicie, concédée à la Turquie un peu plus tard. Depuis le début du XXe siècle, confère le Congrès arabe de Paris qui se tient en 1914, dans la capitale française, les nationalistes arabes revendiquent de créer une entité politique unifiée correspondant à ce que les géographes arabes désignent depuis des siècles comme le pays de Cham, ce que les Français appellent le Levant. Par défaut, ce sera l'État syrien moderne qui est créé à la fin du mandat français sur 40% seulement du territoire de la Syrie naturelle. En effet, en violation du droit international déjà en vigueur, une métropole n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité du territoire dont elle a la charge. Les Français ont déjà dépouillé leur mandat du Sanjak d'Alexandrette, ça on le connaît, donné à Kamal Atatürk, et du Liban, détaché pour en faire une base française. Les Anglais, de leur côté, ont pris possession de la Transjordanie, de la Cisjordanie, de la Palestine et de l'Irak. Né le 17 avril 1946, l'État syrien vit ses premières années au rythme des coups d'État. C'est en novembre 1970 qu'arrête cette instabilité, que Hafez al-Assad, ministre de la Défense, initie un règne familial qui va durer 54 ans, jusqu'à ces 10 jours qui, du 27 novembre dernier jusqu'au 8 décembre dernier, ont bouleversé l'échiquier politique, effaçant la Syrie de la carte du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient. En effet, le 27 novembre dernier, des groupes armés venus du nord syrien, d'Idlib, un fief sous contrôle turc devenu un émirat islamique, regroupant les réfractaires aux accords de réconciliation proposés par Damas, ces groupes armés font mouvement vers le sud. Ils appartiennent, ceux qui bougent, au mouvement pour la libération du Levant, Hayat Tahrir al-Sham, organisation djihadiste, émanation directe d'Al-Qaïda, sous la conduite de leur chef Abu Mohammed al-Jolani, dont la tête est alors mise à prix aux États-Unis. Ils prennent d'emblée possession d'Alep, deuxième ville et capitale économique du pays, et poursuivent leur marche vers Ramma et Homs. Il semble à leur entendu qu'ils devraient s'arrêter avant d'arriver à Homs, afin d'inciter le président Bachar el-Assad à négocier sur la base d'un accord qui a déjà été conclu par les sponsors, pas par les partis, mais par leurs sponsors, les États-Unis et puis d'autres États, enfin les alliés et les sponsors des uns et des autres. Mais ne rencontrant pas de résistance et encouragés par l'immobilisme surprenant de l'armée syrienne, les assaillants s'enhardissent et poursuivent leur marche en direction de Damas, qui va capituler sans coup férir le 8 décembre. Je vous fais grâce des détails. À ce stade, Bachar el-Assad a totalement disparu du paysage, sans explication, ayant été exfiltré en pleine nuit par la Russie de toute urgence. On le dit à Moscou, et il y est, je crois, effectivement, je vais vérifier, la Russie l'ayant exfiltré après l'avoir laissé tomber. Il apparaît très vite que le HTS, c'est le mouvement de libération du Levant, agit sous l'ombrelle d'Erdogan, le dirigeant turc, qu'Israël se comporte en allié empressé, que les Qataris sont de retour vers la proie syrienne qu'ils avaient dû abandonner 10 ou 12 ans plus tôt, et que les Occidentaux sont les parrains de l'aventure comme ils l'étaient déjà en 2012. Ce qui avait échoué dans les années 2012 et suivantes vient de réussir.
Les assaillants peuvent être fiers. Ils ont été accueillis triomphalement comme des libérateurs, du moins dans les quartiers populaires. N'ont-ils pas libéré la Syrie du régime, entre guillemets, du régime criminel de Bachar el-Assad? Les Syriens sont épuisés par des années de guerre et de sanctions étouffantes et liberticides et génocidaires imposées par les États-Unis. Et ils en veulent à Bachar el-Assad. C'est sans doute injuste, mais celui-ci restera sans doute dans l'histoire comme le boucher de Damas, entre guillemets, car malheur aux vaincus. Il paraît évident à ce stade que la réalité reprendra vite ses droits. En effet, les nouveaux dirigeants de facto portent de toute évidence la responsabilité des maux qu'ils dénoncent et prétendent corriger. Il en va de même des autres partenaires, parrains et aspirateurs de la révolution, entre guillemets, qui prétendent mettre fin aux errements du régime de la famille Assad. Premièrement, la Syrie est la cible d'un policide ou d'un politicide. Je m'excuse ce jargon, mais enfin c'est compréhensible. Terme désignant la destruction intentionnelle d'une entité politique ou sociale sous des formes détournées. Sous le parrainage de l'Occident anglo-saxon néoconservateur, les nouveaux dirigeants et leurs complices, le régime turc, le Qatar, l'entité sioniste, ont détruit eux-mêmes tous les attributs de l'indépendance et de la souveraineté de la Syrie. Toutes les structures qui constituaient la colonne vertébrale du pays, s'acharnant à faire de celui-ci un espace ouvert et sans défense. Le défi est donc pour eux grand. Il est de restaurer ce qu'ils ont bradé et de rétablir tout ce qu'ils ont effacé de la carte. L'indépendance du pays, la liberté de choix du régime et par conséquent celle de ses alliances. Comment rétablir la souveraineté de ses attributs, reconstruire l'armée, la marine, l'aviation, la police, les douanes, l'état civil, etc. Comment espérer obtenir le départ des occupants divers, Turquie, Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. En résumé, il s'agit globalement de reconstruire un pays détruit, déstructuré, démantelé, désarmé, sans défense et ouvert à tous les vents, et de restaurer son intégrité territoriale. Deuxièmement, la Syrie a été victime de sa politicide doublée d'un ethnocide évident. C'est-à-dire, c'est un peu différent, c'est la tentative de destruction de l'identité culturelle et historique du peuple syrien par le biais de mesures arbitraires, du harcèlement, voire de la persécution de certaines minorités qui sont en cours, de l'intégration de djihadistes de toute nationalité à des postes clés prenant la place des Syriens. Que conclure de l'absence de tout effort en faveur du retour des millions de réfugiés et de déplacés? Le but ne serait-il pas de bouleverser l'équilibre démographique de la région, voire de parvenir dans certaines régions au remplacement de l'identité arabe par une identité concurrente, pourquoi pas turque ou islamique? L'enjeu est de taille. S'agissant de l'héritage culturel de la mère de la civilisation, cœur battant de l'arabité, on notera la violence du débat inavoué en cours sur le caractère de la future République arabe syrienne et de l'armée arabe syrienne qui pourrait devenir respectivement République syrienne tout court et armée syrienne tout court. Un changement allant de pair avec le remplacement quasi immédiat du drapeau à 2 étoiles par le drapeau à 3 étoiles. La Syrie est également la cible d'un sociocide, une opération visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux par le meurtre de membres du groupe, ou l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe, ou par la soumission intentionnelle du dit groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction. Les priorités, c'est une des conséquences de ce sociocide, sont donc également pour le nouveau régime, également économiques. Reconstruire un pays dévasté par la guerre et les sanctions, récupérer les richesses naturelles volées ou pillées, protéger le marché national, etc. Deuxièmement, l'impact de la chute de l'État syrien sur son voisinage. L'impact sur son voisinage est considérable. L'axe de la résistance, dont il était un maillon essentiel, l'État syrien, est considérablement affaibli. Le lien géographique entre l'Iran et la Méditerranée est rompu. De même qu'est durement touché l'acheminement des armements vers le Liban ou vers la Palestine, ou encore la circulation des combattants entre les pays de l'Axe. C'est un allié clé de Téhéran qui disparaît de la carte à un moment où l'Iran a besoin d'alliés et de points d'appui dans la région face aux menaces belliqueuses de l'État sioniste. Psychologiquement,
Et venant après l'assassinat du vénéré Hassan Nasrallah, chef de file du Hezbollah libanais, la chute de la Syrie constitue une autre mauvaise nouvelle pour l'axe de la résistance. Et en fait, pour tous les pays arabes qui ne s'en rendent peut-être pas compte. Quel mauvais présage que la disparition pure et simple du cœur battant de l'arabité, qui est rayé de la carte, et du seul pays à avoir mis en échec depuis 2011 l'assaut lancé contre les États laïques, républicains et modernes du monde arabe. Cette chute est un succès pour Erdogan, qui aura pu réaliser en 2024, c'est ma thèse, le coup symbolique dont il rêvait pour marquer à sa manière le 100e anniversaire de l'abolition du califat en 1924. Il semble prêt à réaliser désormais son rêve avoué, de rétablir le dit califat en prenant le contrôle de la Syrie et en allant prier seul à la grande mosquée des Omeyyades, ce qu'il va faire ces jours-ci. Mais son obsession aussi de la Turquie, c'est d'empêcher à tout prix la création d'un État kurde, disons, comme il y en a déjà des entités en Irak, on ira d'une communauté kurde en tout cas, et puis il y a une communauté kurde en Turquie, c'est là le principal. Et la Syrie, c'est sa terreur. Bon, voilà, donc ça c'est une menace maintenant, c'est la menace qui gâche les nuits d'Erdogan probablement. Et ça a fait. Mais son mauvais coup, il l'a fait. C'est enfin un succès inespéré pour Israël qui peut voir dans cette chute et dans le démantèlement des capacités militaires de la Syrie un pas de géant vers la réalisation du Grand Israël entre le Nil et l'Euphrate. On notera qu'Israël est intervenu sitôt dès l'affaire avec le Hezbollah dans le sillage de tous ces événements, dès que le pouvoir a été pris à Damas. Alors, au niveau géopolitique mondial, la situation en Syrie et ses développements ne manquera pas d'avoir un impact profond à tous les niveaux de l'affrontement entre le Sud global et l'Occident collectif, pour reprendre l'expression qui est à la mode, entre l'OTAN et les BRICS. Évoquant la débâcle soudaine de l'État syrien et de l'armée syrienne, et ce n'est pas un vain mot, c'est la réalité, Gilles Questot, vous le connaissez peut-être pas, ça ne fait pas partie de vos références, j'en sais rien, dans Réveil communiste, mais il a des analyses très justes souvent, il estime à juste titre que l'événement, c'est-à-dire la destruction de la Syrie et son effacement de la carte du Proche-Orient, va donner des ailes aux néoconservateurs occidentaux qui planifient toutes ces guerres, c'est vrai, et les encourager à spéculer sur la reproduction d'un tel miracle, à savoir les rayés de la carte, sur la Russie et la Chine. Il ne fait guère de doute en tout cas que cette chute soudaine risque de nuire à l'image souvent brouillée et peu flatteuse que projettent d'eux-mêmes les États arabes, toujours soupçonnés d'être des États faillis ou des États voyous, peu fiables, ne tenant ni leurs promesses ni leurs engagements et n'aspirant que de la défiance. S'agissant de l'un de ces pays qui restent dans la mire de l'Occident en raison de leur richesse, de leur position stratégique ou de leur résistance, je parle de la Syrie, donc le sort de la dite Syrie nouvelle confortera les Occidentaux dans l'idée que les 10 pays sont des proies faciles, vulnérables face aux ingérences, aux promesses non tenues. Ce qui est vrai. Si la Syrie a chuté, quel pays arabe pourra résister? Bonne question. Quatrièmement, la recherche de solutions pacifiques négociées, puisque j'en arrive à la conclusion, entre les gouvernants de facto de la nouvelle Syrie et une communauté internationale, entre guillemets, qui les courtise, semble problématique, voire acrobatique. Vous devinez pourquoi, je ne vais pas vous faire de dessin. En raison notamment de la disparition flagrante de toute trace du droit international. Pour Emmanuel Macron, par exemple, il ne fait pas de doute que les forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par l'Occident, ont leur place dans la transition syrienne. L'important, pour lui, c'est-à-dire l'objectif prioritaire, c'est que la Syrie ne soit pas, ne redevienne pas une plateforme logistique pour les milices liées à l'Iran. C'est ça son souci. Pour le reste, apparemment, pas de problème. Que ce soit le revenant d'Al-Qaïda, etc., et puis soutenu par un État génocidaire, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas.
Donc le président a des positions d'ailleurs assez étranges. Lors de la troisième réunion tenue à Paris le 13 février dernier sur la transition politique en Syrie, il garantit le soutien de la France pour combattre les groupes djihadistes armés sur son territoire. C'est un peu paradoxal quand même. Une priorité absolue, ce qui ne manque pas de sel. On notera aussi les réunions à Paris avec le chef de la diplomatie syrienne, c'est-à-dire un djihadiste également, qui a été bombardé, ministre des Affaires étrangères de facto. Eh bien, qu'est-ce que j'en étais? Ah oui, le chef de la diplomatie syrienne, pour faire le point sur la transition politique et les immenses défis sécuritaires et économiques depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024. La France veut, paraît-il, travailler à l'établissement d'une Syrie unifiée, alors qu'elle a fait tout pour la diviser depuis 12 ans. C'est la logique, qui aurait recouvré sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Il est prêt à œuvrer avec les pays arabes de la région, avec la Turquie, avec le G7, avec plusieurs pays européens, peut-être d'autres. Aucun d'entre eux ne voyant de contradiction d'ailleurs entre les paroles et la réalité, entre le surréalisme de la situation et le désir affiché de rétablissement de la légalité. On ne lésine certes pas sur les contradictions, puisque des pays comme la France promettent, il faut regarder bien l'expression, un comité pérenne de soutien à la transition. SIC. On demande sans complexe au gouvernement de facto issu du mouvement de libération du Levant de faire sa priorité de la lutte contre les terroristes, alors que une question est ignorée. Quid du droit international passé à la trappe? Ce sera ma conclusion. À courant de tous les pays de la communauté internationale, c'est ce qu'on peut voir, tous les pays de la communauté internationale, sans exception, du nord au sud, de l'Occident à l'Orient, il n'y a pas, et arabe et pas arabe, musulman, pas musulman, à courant de tous les pays sans exception, les chefs d'État, les ministres, les émissaires se pressent de faire la queue pour saluer M. El-Chala, c'est le nouveau nom de El-Joulani, et de ses ministres, relookés et briefés, afin de manifester leur disposition amicale inépuisable envers la Syrie maintenant délivrée du méchant Bachar el-Assad. On nage dans l'utopie et l'optimisme, à croire que tous ont oublié ce grand absent qu'est le droit international, mais qu'importe, ce n'est pas tous les jours que l'on doit gérer une telle situation, et c'est une grande première que de rencontrer une Syrie aussi accommodante et aussi amicale. Alors, il ne faut pas s'en faire, parce que le monde est sans dessus-dessous. Ne voit-on pas actuellement les États-Unis menacer la Cour pénale internationale de sanctions pour avoir osé lancer des mandats d'arrêt contre les dirigeants sionistes? J'ai fini, voilà.